Konoha travaillait avec application sur son histoire, dans laquelle elle avait donné son propre nom à l'héroïne magique. Dans son récit, cette héroïne partait à l'aventure aux côtés de son grand amour. Mais la magie de son imagination s'effondra brutalement lorsque sa mère fit irruption dans sa chambre, exigeant qu'elle se concentre plutôt sur ses études. Konoha refusa d'obéir, affirmant que l'apprentissage des pouvoirs magiques était bien plus important que les manuels scolaires. Elle adorait s'immerger dans ces mondes fantastiques, rêvant qu'un jour, elle serait appelée dans un univers mythique rempli d'aventures et de merveilles. Tout en se demandant quelle pourrait être son histoire d'origine, elle décida d'écrire une lettre d'adieu à ses parents au cas où elle disparaîtrait soudainement pour vivre cette nouvelle vie. 10 années passèrent. Rien d'extraordinaire ne se produisit. Konoha grandit et finit par décrocher un emploi tout à fait ordinaire. Un soir, alors qu'elle rentrait du travail, sa mère l'appela pour lui dire qu'elle avait retrouvé cette vieille lettre datant de 10 ans. Konoha, un peu gênée, confirma qu'elle pouvait jeter ses vieilles affaires. Mais soudain, le souvenir du contenu de cette lettre lui revint en mémoire. Et comme si le destin s'en mêlait, un camion surgit de nulle part. Au même instant, elle se remémora son ancienne histoire, celle d'une héroïne magique qui tombait amoureuse du fiancé de sa propre sœur cadette, Aina. Cet homme, Jennifer, et l'héroïne s'étaient épris l'un de l'autre dès leur première rencontre. Mais leur amour ne tarda pas à être découvert par Aina, qui jura de les séparer à tout prix. Sachant combien Aina s'opposait à leur union, Jennifer et Konoha décidèrent de garder leur relation secrète. Malgré la colère de sa sœur, Konoha continua à l'aimer profondément. Un jour pourtant, Aina mit la main sur un mystérieux grimoire nommé « L'Histoire sombre », dont on disait qu'il tuait quiconque osait le lire. Ravie et curieuse, elle ouvrit le livre, oubliant qu'elle n'était pas à l'abri de sa malédiction. Soudain, des visions la frappèrent. Elle vit le monde réel, celui où Konoha écrivait l'histoire même de leur univers. Elle se vit elle-même, ainsi que Jennifer et Konoha, décrits par la plume de cette autrice qu'elle croyait imaginaire. Puis, sans comprendre comment, Konoha se réveilla dans le corps d'Aina. Avant qu'elle puisse assimiler ce qui venait de se produire, la police, menée par un homme nommé Shano, annonça son arrestation pour tentative de meurtre sur Konoha. Sous le choc, elle réalisa que Shano la désignait comme Aina, et non Konoha. Tentant de se souvenir de sa dernière image du monde réel, elle revit, le camion fonçant droit sur elle. Jetée dans un donjon, la vérité lui apparaît. Elle a été réincarnée. Elle réévalue sa situation, essayant de se rappeler l'histoire qu'elle avait écrite au collège. Alors qu'elle réfléchit à la marche à suivre, la Konoha de son monde fantastique surgit soudain et la serre dans une étreinte chaleureuse, soulagée que personne ne lui ait fait de mal. Aina reste figée, comme pétrifiée par la stupéfaction. Elle n'aurait jamais imaginé rencontrer réellement la Konoha qu'elle avait créée, et elle est exactement telle qu'Aina l'avait imaginée. Tandis que Konoha s'inquiète de son état hébété, Jennifer fait irruption dans le donjon, l'épée dégainée, exigeant que Konoha soit mise à mort. Konoha plaide que, cette fois, Aina n'a rien fait de mal, mais Jennifer se montre bien moins clémente. Ikoldi rappelle à Konoha qu'Aina a tenté à plusieurs reprises de la tuer et mérite l'exécution. Alors que Jennifer égrène les terribles crimes qu'Aina aurait commis dans l'histoire, Aina maudit son ancien moi d'avoir fait d'elle une vilaine si méprisable. Elle n'aurait jamais pensé renaître un jour en tant que personnage qu'elle avait condamné. Après un moment de tension, Konoha implore la clémence. Aina est envoyée au lieu et place dans un domaine lointain afin de la tenir éloignée de Konoha. Reconnaissante d'être encore en vie, Aina remercie silencieusement Konoha pour sa bonté. Elle essaie de se persuader qu'elle pourra vivre paisiblement dans ce nouveau monde, mais son soulagement s'évanouit lorsqu'elle se rappelle avec qui elle va partager sa détention, une personne destinée à la tuer. À leur arrivée au manoir, un majordome l'informe qu'elle y restera 3 mois. Aina remarque que toutes les domestiques évitent son regard et tremblent à sa vue. Le majordome ajoute qu'un serviteur spécial a été désigné pour s'occuper d'elle. Aina jette un œil dans l'une des chambres préparées pour elle, vérifiant prudemment la présence d'assassins. À son horreur, elle aperçoit Sol, un personnage qu'elle avait imaginé devant finir par la tuer. Il est présenté comme son préposé personnel, chargé de rendre son séjour plus confortable. Connaissant sa véritable mission, Aina recule aussitôt lorsqu'il s'approche.
Sol suppose qu'elle est simplement épuisée par le voyage et, d'un ton doux, insiste pour qu'elle se repose pendant qu'il lui prépare une boisson chaude. Une fois qu'il s'éloigne, Aina pousse un soupir de soulagement, mais ce répit est de courte durée. Elle se rappelle qu'elle doit éviter à tout prix chaque drapeau de mort si elle veut survivre. Elle tente de ressasser les détails de l'histoire, mais trop de temps a passé pour qu'elle se remémore tout. Finalement, elle conclut que sa meilleure chance de survie est de prouver qu'elle ne constitue aucune menace pour Konoha. Elle ne remarque pas le retour de Sol. Il revient en silence, portant un couteau destiné à mettre fin à sa vie. Alors qu'il s'avance lentement, Aina se souvient soudain que c'est précisément à ce moment-là que Sol est censé faire sa première tentative de meurtre. Elle se retourne aussitôt pour lui faire face. Pris de court, Sol se ressaisit immédiatement et reprend son rôle de majordome irréprochable. Il lui verse une tasse de thé, l'air parfaitement courtois, et lui demande poliment quels sont ses projets. Aina, comprenant son petit jeu, décide d'entrer dans la danse. Tout en répondant calmement, elle observe discrètement la pièce, cherchant du regard le couteau qu'il est censé utiliser contre elle. Elle déclare qu'elle souhaite écrire une lettre à Konoha. Dès qu'il quitte la pièce, Aina se promet intérieurement de mener une vie paisible, de prouver qu'elle ne représente aucun danger, et même d'épouser un noble sans éclat afin de pouvoir être heureuse dans ce monde. Mais Sol revient bientôt et tente de s'approcher à nouveau, ses intentions demeurant floues. Dès qu'elle remarque son comportement, il se remet aussitôt dans la peau du parfait serviteur et lui tend un élégant nécessaire à correspondance, comme il l'avait promis. Aina se met aussitôt au travail, déterminée à survivre. Sa première étape, écrire une lettre à Konoha dans laquelle elle affirme approuver sa relation avec Gina Ford et lui présente ses excuses les plus sincères pour toutes les atrocités qu'elle lui a faites subir. Pendant qu'elle écrit, Sol, resté près de la porte, observe discrètement, intriguée par son attitude. Pourquoi Aina, soudainement, écrit-elle à Konoha? Au lieu de la lui remettre, il décide de livrer la lettre à Gina Ford. Celui-ci est stupéfait en lisant le contenu. Il lui semble impossible qu'Aina ait pu écrire une telle chose. Malgré ses mots d'excuse, il y voit une nouvelle ruse, une tentative manipulatrice pour regagner la confiance de Konoha et frapper à nouveau. Sol, lui, remarque qu'Aina paraît bien plus prudente qu'auparavant, réagissant même aux moindres traces d'hostilité dans l'air. Malgré ses doutes, il reste fidèle à sa mission. Accomplir la volonté de Gina Ford et éliminer Aina tant qu'elle est encore confinée. Plus tard, Sol revient auprès d'elle et lui annonce que la lettre n'a pas pu être remise, car Konoha est parti en voyage avec son oncle. Essayant de se souvenir de ce détail, Aina se rappelle avoir inclus cet oncle dans le passé de Sol. C'était lui qui avait vu Konoha sauver Sol du désespoir alors qu'il n'était qu'un enfant. Sans réfléchir, Aina répète les mêmes paroles réconfortantes que Konoha avait dites à Sol des années auparavant. Ces mots figent Sol, qui la regarde, abasourdie. Consciente qu'elle vient de susciter des soupçons, Aina prétend aussitôt avoir froid et se retire dans sa chambre. Une fois seule, elle s'inquiète d'avoir peut-être déclenché un nouveau « drapeau de mort » et tente fébrilement de se souvenir de ce que font Konoha et Gina Ford à ce stade de l'histoire. Elle se remémore que Konoha et Gina Ford parvenaient souvent à se voir grâce à leur oncle, qui avait toujours soutenu leur relation. Mais à ce moment précis du récit, les deux amoureux étaient censés se retrouver. Sans savoir que leur oncle leur avait tendu un piège, Aina se souvient qu'à l'origine de son histoire, elle n'était présentée que comme la grande méchante du prologue. Le récit devait pourtant contenir d'autres ennemis destinés à mettre Konoha à l'épreuve. Dans le premier chapitre, le véritable antagoniste n'était autre que leur oncle, un homme rongé par une malédiction née de son amour impossible pour leur mère. Comme Konoha avait grandi en devenant le portrait craché de cette dernière, l'oncle avait développé une obsession malsaine à son égard. Un jour, il la piégeait dans un endroit isolé. Alors qu'il tentait de profiter d'elle, Konoha éveillait pour la première fois sa magie cachée et réussissait à lui échapper. Cependant, Gina Ford tombait victime des machinations de l'oncle, ce qui poussait Konoha à entreprendre un long voyage pour trouver de quoi le ramener à la vie. Essayant de reconstituer la chronologie de ce qu'elle avait écrit, Aina se demande si le prétendu voyage de Konoha avec leur oncle correspond justement à cet épisode, mais elle n'a pas le luxe d'y réfléchir davantage. Sa priorité est de survivre. Pourtant, repenser à la bonté de Konoha la remplit de culpabilité.
Cherchant désespérément une issue, elle tente de demander de l'aide aux domestiques du manoir, mais tous l'évitent comme la peste. Elle aperçoit alors Sol, qui lui rappelle calmement que chaque serviteur a ses propres tâches et qu'elle ne peut plus les traiter comme autrefois, lorsqu'elle vivait encore dans la demeure principale. Aina voudrait protester, mais elle comprend vite que personne ne croira son histoire. Silencieusement, elle prend une décision. Quitter le manoir pour sauver Konoha et Gina Ford, quitte à affronter le monde qu'elle a elle-même créé. Rassemblant quelques pierres dans un sac, elle s'empare d'un cheval. Mais si, dans son roman, son personnage était une cavalière accomplie, la réalité la rattrape bien vite. La peur la tenaille à chaque galop. Pendant ce temps, Konoha, Gina Ford et leur oncle atteignent une vieille église. Les deux amoureux projettent de s'y marier en secret. L'oncle, feignant la bienveillance, persuade Gina Ford de laisser son épée à l'entrée, sous prétexte que la cérémonie doit rester sacrée. Aina galope à toute allure jusqu'à l'église, arrivant juste à temps pour voir son oncle lever son arme contre Gina Ford. Sans réfléchir, elle lance son sac de pierres avec force, le frappant de plein fouet et sauvant ainsi Konoha et Gina Ford. Elle leur promet d'expliquer la situation plus tard et supplie Gina Ford d'emmener Konoha en lieu sûr. Elle lui confie sa sœur comme un trésor qu'elle n'a jamais su protéger. Enfin, Aina pousse un soupir de soulagement, avant que son oncle, à moitié sonné, ne se relève, prêt à attaquer de nouveau. Mais au dernier moment, Sol surgit et la sauve in extremis. Sous le choc, Aina ne peut s'empêcher de remarquer à quel point il est élégant, même en la réprimandant doucement pour sa témérité. Reprenant son calme, elle lui demande comment il a su où la trouver. Sol, d'un ton neutre mais protecteur, lui avoue qu'il l'a suivie depuis son départ du manoir. Incapable de la laisser s'aventurer seule dans un monde, Aina ressent une profonde culpabilité d'avoir infligé tant de souffrances à ses personnages. Peu à peu, elle se met à porter le poids de leur douleur, comme si elle en était la véritable responsable. Alors qu'elle s'apprête à partir, Gina Ford s'approche d'elle. Il lui demande si, depuis le début, elle n'a pas secrètement protégé Konoha de l'obsession de leur oncle, insinuant que c'était peut-être la vraie raison de son opposition à leur relation. Aina ne peut s'empêcher de trouver son raisonnement simpliste, presque naïf. Pourtant, elle choisit d'aller dans son sens. C'est la seule explication plausible qui puisse prouver son innocence et lui éviter une fin tragique. Avant qu'elle n'ait le temps de répondre davantage, Sol intervient. Il déclare vouloir exprimer sa gratitude, non pas à Aina, mais à Konoha. Il explique que c'est grâce à la douceur et à la bienveillance de Konoha qu'il parvient à contenir son instinct meurtrier. Toutefois, il prévient froidement que si quelqu'un venait à lui faire du mal, il n'hésiterait pas une seule seconde à tuer. Aina comprend alors qu'elle n'a fait que gagner du temps. Si Konoha n'a pas encore éveillé ses pouvoirs, elle demeure sans défense. Et si le moindre malheur devait lui arriver, Aina sait qu'aux yeux de Sol, elle serait la première suspecte. 1 mois après sa réincarnation, Sol l'emmène à la campagne. Aina admire les paysages sublimes qu'elle avait elle-même imaginés autrefois dans son roman. Des collines verdoyantes, un ciel limpide et une brise légère. Mais un frisson soudain parcourt son dos, comme si elle venait d'oublier quelque chose d'essentiel. À leur arrivée, Konoha l'appelle avec chaleur. Aina, émue, décide d'aller la rejoindre, heureuse de pouvoir enfin passer un moment paisible avec la Konoha qu'elle a créée de toutes pièces. Mais avant qu'elle n'atteigne sa sœur, Gina Ford s'avance pour lui offrir son aide. Aina trébuche malencontreusement et Gina Ford la rattrape de justesse. Sol, impassible, intervient aussitôt. Il lui dit de ne pas déranger Gina Ford et ajoute qu'il se chargera personnellement de l'escorter. Aina se souvient alors qu'en créant le personnage de Sol, elle l'avait imaginé comme un majordome de glace, le parfait opposé de Gina Ford qu'elle avait conçu autour du feu et de la passion. Elle se surprend à admettre qu'elle avait investi tout son sens esthétique dans la conception de Sol. Froid, distant, mais d'une élégance redoutable, il reste à ses yeux l'incarnation même du charme sombre. En observant Konoha et Gina Ford rire ensemble au loin, Aina sent son cœur se serrer. Doucement, elle se fait la promesse silencieuse de protéger sa sœur, quoi qu'il en coûte. Cette fois, non pas en tant qu'autrice, mais en tant que sœur. Aina se remémore une époque où elle était encore son ancienne elle. Sa mère avait essayé de lui parler des histoires de cœur,
Mais au lieu de donner une réponse normale, Konoha avait fièrement déclaré qu'elle était déjà fiancée à Jinford, un homme venu d'un tout autre monde. Après avoir travaillé dur pour prouver qu'elle n'était plus la méchante cruelle dont tout le monde se souvenait, Aina peut enfin profiter de journées paisibles avec sa sœur, comme celle-ci, passée à admirer les fleurs. Submergée par la joie, elle pousse un cri enthousiaste, mais heurte accidentellement Konoha du poing, la faisant tomber. Presque aussitôt, plusieurs gardes surgissent de leur cachette pour assurer la sécurité de Konoha. Aina se rappelle aussitôt qu'elle doit rester calme, car si Sol venait à se méfier d'elle, cela reviendrait à soulever de nouveaux drapeaux de mort. Elle explique nerveusement à Sol que sa main a simplement glissé. Sol la fixe un instant, un sourire poli aux lèvres. Aina la suit lorsque Konoha l'appelle, heureuse de pouvoir s'éloigner du regard perçant de Sol. Lorsqu'elles atteignent une clairière voisine, une table y est dressée avec élégance. Konoha annonce joyeusement qu'elles vont conclure leur observation des fleurs par un thé de l'amitié, une petite fête en l'honneur d'Aina pour la remercier de lui avoir sauvé la vie. Sol lui sert le thé et Jinford explique qu'il est infusé à partir des meilleures feuilles du royaume. Aina respire profondément le parfum apaisant et se réchauffe au contact de la tasse. Autrefois, lorsqu'elle travaillait encore, elle n'avait jamais le temps de se préparer son propre thé et se contentait toujours de bouteilles toutes prêtes. Alors que la petite fête continue, Aina entend un bruissement non loin. Un petit lapin sort des buissons et elle appelle Konoha, toute excitée. Ravie, elle prend la douce créature dans ses bras tandis que les deux sœurs s'émerveillent de sa mignonnerie. Konoha s'éloigne ensuite vers l'autre bout du champ, là où fleurissent des violettes. Mais avant que quiconque ne puisse réagir, une créature semblable à un loup surgit, attrape Konoha et s'enfuit d'un bond. Les gardes se mobilisent aussitôt, tandis qu'Aina reste figée, observant la bête s'enfoncer dans la forêt, un souvenir douloureux refaisant surface. Cet événement s'était déjà produit dans son histoire. Pourtant, il devait avoir lieu dans le chapitre 2, lorsque Konoha et sa troupe partaient chercher des herbes pour soigner Jinford. Aina se souvient alors que, dans son ancienne vie, c'était elle-même qui avait créé le monstre charnel qui enlèverait Konoha. C'était à une époque où elle explorait des idées d'histoire plus sombres, et la créature lui était venue à l'esprit, notamment parce qu'elle écrivait souvent pendant que des drames romantiques passaient en fond sonore. Jinford jure, furieux, tandis que la bête disparaît dans la profondeur de la forêt. Sol remarque qu'Aina semble perdue dans ses pensées, et elle prétend aussitôt qu'elle essayait simplement de se souvenir du type de monstre qu'il s'agissait. Les yeux de Jinford s'illuminent d'espoir, et il la supplie de leur dire tout ce qu'elle sait. À la tombée de la nuit, Aina a déjà raconté à Jinford et aux soldats la plupart des détails concernant la créature. Elle leur explique qu'ils ont encore le temps de sauver Konoha, car le monstre passe toujours plusieurs heures à observer sa proie avant de l'attaquer. Elle omet toutefois les parties les plus sombres de l'histoire, se contentant de dire que si l'on attend jusqu'au matin, Konoha sera dévoré. Aina leur indique la direction de la tanière de la bête, et les troupes commencent aussitôt leurs préparatifs. Mais Sol reste méfiante. Elle lui demande comment Aina peut connaître autant de détails sur la forêt et sur le monstre. Paniquée, Aina prétend qu'elle avait étudié la forêt avant de venir ici. Sol, peu convaincue, la coince contre un arbre et exige de savoir pourquoi elle n'a prévenu personne plus tôt si elle connaissait déjà les dangers de cet endroit. Aina cherche désespérément une excuse, mais avant qu'elle puisse répondre, Jinford l'appelle pour qu'elle les guide jusqu'à la tanière du monstre. Aina accepte avec empressement, pensant qu'en sauvant encore une fois Konoha, Sol cessera enfin de douter d'elle. Elle mène le groupe jusqu'à un sentier sombre et étroit qu'elle sait mener tout droit vers la cachette de la bête. Au moment où elle s'apprête à parler, elle croise le regard inquiet de Jinford. Celui-ci se tourne vers elle et lui ordonne fermement de rester en arrière avec Sol. Aina ne proteste pas, mais elle ressent un profond malaise à l'idée d'être laissée seule avec cette dernière. Jinford lui promet qu'il fera tout pour ramener Konoha saine et sauve. Malgré tout, Aina ne peut s'empêcher d'être angoissée. Elle aime Konoha depuis le jour où elle l'a créée, mais désormais, l'histoire a déjà dévié de ce qu'elle avait écrit, et elle redoute ce qui pourrait arriver si Jinford affronte la bête seule. Avant même qu'elle puisse réfléchir davantage, un groupe de gardes surgit en courant, poursuivi par d'autres monstres. Puis, un cri strident déchire la nuit, celui de Konoha.
Sans hésiter, Aina s'élance vers la voix. Elle sait que, parce qu'elle a modifié le cours du récit, Konoha n'a plus la magie qui devait la protéger. Voyant la créature lever la patte pour frapper, Aina attrape la première plante à sa portée et la lance de toutes ses forces sur la bête. Puis elle court, son cœur battant à tout rompre. Elle se répète qu'elle doit éviter la mort à tout prix. Pourtant, avant même de s'en rendre compte, elle se jette devant Konoha, la protégeant de son propre corps. Pendant un instant, elle ferme les yeux, persuadée que le coup fatal va la transpercer. Mais Jinford et Sol surgissent juste à temps et abattent la bête d'un seul élan. Alors que le monstre s'effondre, sa queue fouette violemment l'air une dernière fois, frappant Aina de plein fouet et la projetant contre un rocher tout proche. Jinford se précipite aussitôt vers Konoha pour vérifier si elle est blessée. Konoha lui adresse un doux sourire et lui dit qu'elle n'a jamais eu peur, car elle savait qu'il viendrait la sauver. Jinford la félicite pour son courage. Aina, restée à l'endroit où elle a été projetée, les observe avec un étrange sentiment de fierté. Ces deux personnages qu'elle a créés lui paraissent si parfaits l'un pour l'autre. Soudain, Sol s'approche et la prend dans ses bras pour l'aider à se relever. Surprise, Aina proteste qu'elle peut marcher après un peu de repos, mais Sol réplique sèchement que si elle veut vraiment se reposer, ils peuvent aller rendre visite aux plantes carnivores des environs. Comprenant qu'il tente subtilement de la pousser à avouer ce qu'elle sait réellement, Aina refuse son aide. Ainsi s'achève leur étrange version d'un goûter fleuri. Aina médite sur tout ce qui s'est passé. Même si l'histoire semble dévier de ce qu'elle a écrit, les événements clés suivent toujours le même fil. De retour au domaine, Jinford confie en privé à Sol qu'il n'a plus besoin de lui pour assassiner Aina. Il pense s'être trompé sur son compte, bien que Sol demeure méfiant. Néanmoins, il jure de se plier à la volonté de son maître. 2 mois passent depuis la fête des fleurs. Un jour, Sol entre dans le bureau d'Aina, portant une lettre scellée de son père. Il suppose qu'il s'agit d'une autorisation pour qu'elle retourne dans la capitale. Mais en l'ouvrant, Aina découvre une élégante invitation à un bal. Son souffle se bloque. C'est le même bal qu'elle avait décrit dans le chapitre 3 de son roman. Le soir venu, Jinford et Sol complimentent les deux sœurs, admirant la grâce avec laquelle elles portent leurs robes. Les yeux de Konoha pétillent d'excitation, tandis qu'elle contemple les danseurs. Aina, anxieuse, la met en garde de ne danser avec personne. La confusion de Konoha est évidente, et le regard soupçonneux de Sol se fait plus insistant. Lorsque Jinford invite Konoha à danser, Aina panique. Mais le regard ferme de Sol la retient, et elle ne peut qu'observer les deux s'avancer vers la piste. La scène réveille en elle des souvenirs de sa vie passée. Elle se rappelle un festival d'été où sa mère l'avait suppliée de sortir s'amuser, mais elle avait refusé, préférant rêver dans sa chambre. Elle imaginait être appelée dans un monde fantastique pour devenir une sainte destinée à vaincre le roi démon. Sa mère, furieuse, avait ouvert la porte à la volée en lui ordonnant d'aller profiter de la fête. Aina s'était alors réfugiée dans son imagination, utilisant cette émotion pour nourrir le prochain chapitre de son histoire. Elle se souvient maintenant de ce qu'elle avait écrit. Si Konoha dansait à ce bal, elle serait choisie pour entreprendre un voyage afin de vaincre le roi démon. Mais sans sa magie, cette aventure mènerait à sa mort. Et pire encore, Sol la tiendrait responsable et exécuterait sa sentence de ses propres mains. Elle remarque bientôt un homme s'approcher de Jinford et de Konoha, demandant la permission de danser avec Mademoiselle Magnolia. Reconnaissant aussitôt en lui un personnage secondaire qu'elle avait autrefois créé, Aina s'empresse de lui saisir la main avant que Konoha ne puisse répondre, prétendant être elle-même Mademoiselle Magnolia. Elle l'entraîne sur la piste et se met à tournoyer avec tant d'énergie que son partenaire peine à suivre le rythme. Lorsque la musique s'achève, l'homme, étourdi et à bout de souffle, s'excuse pour aller se remettre. Déterminée à empêcher quiconque d'inviter Konoha à danser, Aina scrute la salle de bal à la recherche de la prochaine menace. Bientôt, une silhouette apparaît à la galerie du 2e étage. Elle se souvient de lui. C'est le 2e prétendant qu'elle avait écrit pour inviter Konoha à danser. L'homme aperçoit Konoha et l'interpelle, séduit par sa douceur. Avant que Konoha ne puisse répondre, Aina intervient une fois de plus et s'impose comme cavalière, coupant court à toute possibilité. Après cette seconde danse, ses yeux parcourent la salle, à la recherche du dernier personnage qu'elle sait destiné à inviter Konoha. Et comme elle s'y attendait, le jeune prince s'avance vers sa sœur et lui propose une danse.
Anticipant cette scène, Aina avait déjà fait renverser du vin sur le sol de la piste, rendant la danse dangereuse. Les serviteurs conseillent aussitôt au prince et à Konoha de ne pas s'y aventurer. Konoha remarque alors Aina s'éloignant vers une autre partie du bal. Cette dernière sourit, soulagée, convaincue d'avoir encore une fois évité un nouveau drapeau de mort. Elle se dirige rapidement vers le buffet, ses pensées déjà accaparées par les plats de viande rôtie. Mais avant qu'elle n'y parvienne, Sol lui barre le passage et lui tend la main pour une danse. La musique recommence, et avant qu'elle n'ait le temps de refuser, il l'entraîne sur la piste. Aina sent son cœur s'emballer. La main de Sol posée sur sa taille est ferme et indéchiffrable. Sous son contact, elle oublie presque de respirer. Alors qu'ils se déplacent à l'unisson, Aina ne peut s'empêcher de se demander pourquoi elle danse avec l'homme même destiné à mettre fin à sa vie. Sol finit par lui demander qui elle est vraiment. Il a remarqué ses actions étranges pour empêcher Konoha de danser et exige de connaître sa véritable intention. Agit-elle par protection ou par malveillance? Lorsque la musique s'éteint, Sol la quitte sans un mot de plus pour aller chercher une calèche. Aina reste là, troublée, le cœur battant encore. Les paroles de Sol résonnent dans son esprit tandis qu'elle peine à entendre. Désemparée et épuisée, Aina s'excuse en prétextant qu'elle a besoin de se reposer et s'éclipse vers un salon tranquille. Elle s'affale sur un canapé, ses pensées se brouillent peu à peu jusqu'à ce que le sommeil l'emporte. Pendant qu'elle dort, le chaos éclate. Des flammes commencent à se propager dans le manoir. Les invités sont évacués dans la panique. Dehors, Sol et Jinford cherchent frénétiquement Konoha, qu'ils finissent par retrouver assise sous un arbre. Elle leur explique qu'elle s'est tordu la cheville plus tôt et qu'Aina l'avait probablement remarqué, d'où son insistance à lui interdire de danser. C'est seulement à ce moment-là qu'il réalise qu'Aina a disparu. À l'intérieur, Aina se réveille en sursaut. Les couloirs sont engloutis par les flammes et toutes les issues visibles sont bloquées. La panique la saisit. Rien de tout cela ne figurait dans l'histoire qu'elle avait écrite. Elle rassemble son courage et décide de traverser le feu. Elle maudit sa destinée de vilainesse, celle que personne ne vient jamais sauver. Pourtant, elle se force à avancer, se répétant que tout ira bien tant que Konoha vivra heureuse. Soudain, une partie du bâtiment s'effondre, emprisonnant sa cheville sous les débris. Une douleur fulgurante la transperce alors qu'elle tente en vain de se dégager. Au milieu du rugissement du brasier, ses pensées dérivent vers les gens qu'elle a rencontrés dans ce monde. Si le bonheur de sa sœur est assuré, alors peut-être que son rôle est accompli. Mais au moment où elle s'apprête à accepter son sort, une voix perce la fumée, criant son nom. Sol accourt vers elle. Aina le regarde, hébétée, se demandant pourquoi c'est toujours lui qui vient la sauver. Il lui dit qu'elle ne peut pas mourir avant qu'il découvre qui elle est réellement. Brisant une fenêtre d'un coup, il l'entraîne avec lui, et tous deux plongent dans l'étang en contrebas. Konoha et Jinford accourent à leur rencontre. Konoha enlace sa sœur, soulagée de la savoir en vie. Lorsque Aina remercie Sol, il refuse sa gratitude, déclarant simplement qu'il restera à ses côtés jusqu'à ce qu'il découvre la vérité. Ces paroles la troublent, non seulement à cause de la méfiance qu'elle trahisse, mais aussi à cause de la chaleur étrange. Maintenant que ces 3 mois de confinement sont terminés, Aina est de retour au domaine des Magnolias, où elle savoure enfin la tranquillité. Elle se sent comblée de pouvoir vivre aux côtés des personnages qu'elle a elle-même créés, et la paix règne depuis quelque temps. Son personnage préféré, Kamehameha, prend grand soin d'elle, ce qui emplit son cœur de joie. Jinford, témoin de leur complicité, sourit doucement et félicite les 2 sœurs pour leur belle entente. Aina admire profondément Jinford, qui incarne tout ce qu'elle recherche chez un homme. Un autre personnage qu'elle trouve attirant est Sol, mais celui-ci l'effraie, car dans son histoire, il était destiné à la tuer dès le premier chapitre. En le voyant aiguiser un couteau, elle se rappelle qu'elle doit rester prudente. Un seul faux pas, et Sol pourrait encore accomplir son rôle meurtrier. Soudain, Sol attire son attention et lui annonce qu'un invité souhaite la voir. Yomi arrive alors et salue Aina, mais celle-ci le fixe, perplexe. Konoha, en revanche, le reconnaît aussitôt et lui demande comment se passent ses études au royaume de Lily. Aina reste confuse. Elle n'a aucun souvenir d'avoir créé ce personnage. Konoha présente Yomi à Jinford
expliquant qu'ils étaient amis d'enfance, leur père ayant été proche jadis. Aina observe la scène à distance, pensant que Yomi est venu rendre visite à Konoha. Mais Yomi la remarque et s'avance vers elle, un sourire doux aux lèvres. Il lui dit qu'il est enfin rentré à la maison et avoue, la voix tendre, que cela lui fait du bien d'entendre sa voix, car il l'aime. Ces mots surprennent profondément Aina. Depuis sa réincarnation, elle n'a reçu que de la haine de la part des personnages qui la connaissaient. Entendre enfin quelqu'un lui dire qu'il l'aime lui procure un étrange sentiment de chaleur et d'apaisement. Elle tente alors de se souvenir si elle avait jamais écrit un personnage amoureux d'Aina. À l'époque, toute son attention était centrée sur Konoha, qu'elle entourait d'hommes idéaux. L'idée lui était venue d'un manga qu'une amie lui avait recommandé, où une princesse était courtisée par plusieurs hommes séduisants. Certains d'entre eux cachaient pourtant de sombres secrets. L'un d'eux, un roi démon, avait prévu de tuer la princesse. Cette idée avait aussitôt captivé Aina. Au début, elle ne créait que des hommes justes et charismatiques, mais en mûrissant, elle avait commencé à inventer des personnages séduisants, mais malfaisants. C'est à ce moment-là qu'était né Yomi, un autre vilain issu de son sombre passé narratif. Alors qu'elle réfléchit à son histoire, elle tente de se souvenir si Yomi avait joué un rôle dans la mort d'Aina. Yomi, lui, change de ton et lui demande comment vont les autres affaires, ce qui la laisse déconcertée. Trouvant son air d'innocence feinte adorable, il s'approche d'elle et murmure le nom de Konoha à son oreille. Affolée, Aina se précipite pour détourner la conversation et lui propose aussitôt de le conduire à sa chambre. Elle se souvient alors du rôle de Yomi dans l'histoire « Tuer Konoha ». Dans l'intrigue originale, quelque part au milieu du voyage d'Aina pour affronter le roi démon, Yomi était décrit comme l'un de ses obstacles, un homme consumé par la vengeance, après que Konoha eut causé la mort de sa bien-aimée Aina. Comprenant que Yomi pourrait être ici pour assassiner Konoha, Aina commence à s'inquiéter que Sol la soupçonne d'être la véritable instigatrice. Elle réfléchit frénétiquement à un moyen d'arrêter Yomi, mais en le regardant de nouveau, elle ne peut s'empêcher de maudire son ancien moi d'avoir créé un personnage aussi complexe et dangereux. De retour auprès de Konoha et des autres, Aina annonce qu'elle restera près de Yomi, sous prétexte qu'il a oublié comment fonctionne le royaume. Sol propose aussitôt de s'occuper lui-même de Yomi, mais Aina refuse fermement, arguant qu'ils sont plus à l'aise ensemble que séparés. Touché par ces mots, Yomi accepte volontiers, tandis que Sol, lui, devient de plus en plus méfiant. Aina nie toute intention cachée et déclare qu'ils ont simplement beaucoup de choses à se dire avant de quitter brusquement la pièce avec Yomi. Une fois seule, elle le pousse doucement en avant et lui avoue qu'elle ne déteste plus Konoha. Au contraire, elle lui confie qu'elle l'aime sincèrement désormais. Yomi peine à la croire, lui rappelant qu'elle lui avait jadis ordonné de lui envoyer les « chroniques sombres », ce qu'il avait fait sans hésiter. Il se met ensuite à délirer, lui disant qu'elle est magnifique lorsqu'elle manigance la mort de Konoha. Aina tente de le faire taire, mais Yomi poursuit, affirmant que ses paroles ne représentent qu'une infime partie de ce qu'il ressent vraiment pour elle. Il la rassure. Même si elle est maléfique, il l'aimera toujours, alors elle n'a pas besoin de dissimuler sa vraie nature. Aina le regarde avec inquiétude et demande doucement si cette version d'elle-même, celle qu'il chérit, est vraiment la sienne. Aussitôt, les émotions de Yomi s'emballent. Il se met à se blâmer, convaincu que s'il n'était pas parti étudier à l'étranger, il aurait pu la protéger de ce qu'il pense être un lavage de cerveau de la part de Konoha. Une semaine plus tard, Aina est assise seule à une table de jardin. Malgré tous ses efforts, elle n'a pas réussi à convaincre Yomi qu'elle a changé. Elle comprend que son obsession est le fruit de sa propre plume, et jamais elle n'aurait imaginé avoir à lui faire face un jour. Konoha vient la voir et, aussitôt, la simple présence de sa sœur apaise Aina. Konoha remarque que Yomi n'est pas avec elle, et Aina explique qu'il doit encore dormir. Konoha lui dit qu'elle est venue s'occuper des fleurs qu'elle a plantées et lui rappelle, avec chaleur, qu'elle peut toujours compter sur elle. Après tout, elles sont sœurs. Souriant, Konoha lui propose de prendre le thé ensemble et Aina se précipite joyeusement pour le préparer. Pendant qu'elle dresse la table et verse le thé, Konoha se sent choyée par tant d'attention. Aina lui assure, le regard tendre, qu'elle est heureuse de servir celle qu'elle considère comme sa personne préférée. Ni l'un ni l'autre ne remarque Yomi, qui les observe de loin. En voyant la scène, il interprète mal la situation,
convaincu que Kanoha manipule et utilise Aina. Plus tard dans la journée, Aina parcourt tout le domaine à la recherche de Yomi. Elle fouille partout, sans trouver la moindre trace de lui. Sol la croise dans le jardin et lui dit qu'il est peu probable que Yomi se soit perdu, alors elle ne devrait pas s'inquiéter autant. Aina répond qu'elle ne s'inquiète pas de le voir égaré, mais plutôt de le voir semer des ennuis. Tandis que ses pensées restent fixées sur Yomi et sur la manière d'éviter qu'un autre drapeau de mort ne se déclenche, Sol, lui, se surprend à penser à Aina. Il n'est toujours pas sûr de ses véritables intentions, et encore moins des émotions étranges qu'il ressent à son égard. Il tend la main, effleure doucement sa joue et avoue qu'il comprend son inquiétude. Il confesse qu'il se demande, lui aussi, si elle mérite vraiment de se tenir aux côtés de Kanoha, et cette pensée le tourmente. Avant qu'Aina ne puisse répondre, le son des cloches de l'église retentit au loin, et Sol s'excuse avant de s'éloigner. Le corps d'Aina se met à trembler. Elle pense que ce moment pourrait avoir déclenché un drapeau de mort. Yomi, qui se trouvait non loin, remarque sa réaction et lui demande pourquoi elle tremble ainsi. Il se demande si Sol, son majordome, la dérange. Aina nie aussitôt, lui prend la main et le supplie de ne pas agir de façon irréfléchie. Yomi lui adresse un sourire doux avant de lui promettre qu'il sera plus discret. Puis, il lui révèle les couteaux cachés dans sa veste et jure de la libérer. Aina panique. Yomi croit toujours qu'elle a été victime d'un lavage de cerveau. Elle se précipite derrière lui, désespérée, tentant de le convaincre d'abandonner ses plans. Ce soir-là, Aina s'installe à son bureau et consigne tout ce dont elle se souvient sur le passé de Yomi. Un mauvais pressentiment la ronge. Malgré son attitude calme pendant le dîner, elle sent qu'il prépare quelque chose. Elle se force à se rappeler comment elle avait écrit, à l'origine, la confrontation entre Yomi et Kanoha. Dans son histoire, Yomi avait attiré Kanoha sur le toit de l'auberge où il séjournait. Il avait attendu que tout le monde soit endormi pour assouvir sa vengeance. Acculé et seul, Kanoha avait accepté son sort, mais ses compagnons étaient arrivés juste à temps pour la défendre. En les voyant se battre pour la protéger, Kanoha avait retrouvé la détermination nécessaire pour poursuivre son voyage et avait libéré une puissante magie qui vainquit Yomi. Bien qu'elle connaisse la force de Yomi, Aina croit encore pouvoir le devancer. Réalisant que Yomi pourrait passer à l'action ce soir-là, Aina se précipite vers la chambre de Konoha. Soul la remarque se dirigeant vers les quartiers de Konoha et devient aussitôt méfiant. À l'intérieur de la pièce, Yomi s'introduit par la fenêtre et aperçoit ce qu'il croit être Konoha, déjà endormi dans son lit. Un coup retentit à la porte, la voix de Soul se fait entendre, demandant à Konoha si Aina est venue lui rendre visite. À sa grande surprise, Konoha apparaît dans le couloir, accompagné de Jinford. Alarmé, Soul défonce la porte. Mais la chambre est vide, la fenêtre grande ouverte, et Aina a disparu. Sur le toit, Yomi s'apprête à frapper la silhouette devant lui, persuadé qu'il s'agit de Konoha. Mais au moment où sa lame s'abat, la figure bloque l'attaque et révèle son visage. C'est Aina. Yomi reste pétrifié en la voyant à la place de Konoha. Soul sort en trombe du manoir et aperçoit les deux sur le toit. Aina tente de raisonner Yomi, le suppliant d'arrêter. Elle affirme qu'elle ne déteste plus Konoha, mais Yomi refuse de la croire. Il soutient que Konoha est une tyranne qui réduit Aina en servitude. Ajoutant qu'encore ce matin, elle l'a forcé à lui préparer du thé. Aina se souvient de ce moment et essaie de lui expliquer qu'elle avait voulu le faire de son plein gré. Son véritable problème n'est pas Konoha, mais Soul. Konoha, elle, n'a jamais été qu'une personne bienveillante envers elle. Yomi croit alors comprendre la situation, mais sa vision reste totalement erronée. Il se persuade que la gentillesse de Konoha n'est qu'un masque et qu'elle a délibérément choisi un majordome difficile pour faire souffrir Aina. Désespérée, Aina crie qu'elle a besoin de Soul. À cet instant précis, Soul apparaît, juste à temps pour entendre ces mots. Avant que quiconque ne puisse réagir, une violente rafale de vent balaie le toit. Aina perd l'équilibre et glisse. Soul bondit en avant et la rattrape en plein air, s'agrippant au rebord du toit d'une seule main. Suspendu au-dessus du vide, il la gronde doucement pour s'être aventuré dans un endroit si dangereux, puis s'excuse de ne pas être arrivé plus tôt. Tandis qu'ils se maintiennent difficilement, Yomi les observe attentivement, un trouble grandissant dans sa poitrine. Yomi finit par proposer son aide pour remettre Aina en sécurité. Une fois tout le monde debout, Soul exige de savoir ce qu'il faisait sur le toit.
Aina improvise aussitôt une excuse, affirmant qu'elle et Yomi étaient simplement montés pour admirer les étoiles. Elle demande ensuite, nerveusement, à Soul s'il avait entendu quelque chose plus tôt. Soul répond calmement qu'il n'a rien entendu. Soul étant rassuré que Konoha et elle aillent bien, Aina sent soudain une vague d'épuisement la submerger. Une fois Soul parti, Yomi s'étonne de la façon dont elle s'est inclinée devant lui. Il s'apprête à aller confronter Soul à ce sujet, mais Aina l'arrête précipitamment, expliquant que si Soul se montre suspicieux à leur égard, on pourrait la tuer. Les yeux de Yomi s'écarquillent, alarmé. Convaincu qu'Aina vit dans la peur et qu'elle est sous l'emprise de Soul, il en conclut que la seule façon de la sauver est de tuer Soul. Fort de cette résolution, Yomi s'en va, sûr de sa décision, tandis qu'Aina éclate en sanglots d'horreur. Il la comprend toujours aussi mal. Au collège, elle avait une fois, par erreur, remis son roman au professeur au lieu de son cahier d'exercice. Quand le professeur le lui a rendu, il a avoué avoir lu quelques pages et l'avoir loué comme « une merveilleuse histoire ». Dès ce jour, le professeur a cru qu'elle voulait devenir romancière. Aina avait intérieurement eu envie de mourir de honte. Elle se réveille en criant, mortifiée par ce souvenir. Soul accourt aussitôt dans sa chambre, inquiet, tandis qu'Aina tente de chasser cette pensée. Elle lui explique qu'elle a seulement eu un mauvais souvenir, mais peine à s'expliquer davantage, laissant Soul perplexe devant sa réaction. Soudain, Yomi fait irruption et la plaque sur le lit dans un mouvement paniqué, la heurtant accidentellement à la tête. Soul le réprimande pour sa brutalité, mais Yomi réplique que Soul n'a pas le droit de parler non plus puisqu'il est aussi entré sans prévenir dans la chambre d'Aina. La tension monte et Aina comprend alors que Soul est désormais l'une des cibles que Yomi envisage. Pour détendre l'atmosphère, elle assure à Soul que Yomi a simplement paniqué par inquiétude. Ne voulant pas envenimer la situation, Soul s'excuse et retourne à ses fonctions. Une fois seule, Yomi caresse les cheveux d'Aina et jure d'éliminer Soul pour la protéger. Aina panique. Quoi qu'il arrive, si Yomi passe à l'acte contre Soul, cela signifiera très probablement sa propre mort. Si Yomi tuait Soul, alors, premièrement, on lancerait une enquête pour retrouver le meurtrier et Konoha serait dévasté. Deuxièmement, on découvrirait que Yomi avait agi pour Aina. Et troisièmement, on accuserait Aina d'en être la commanditaire, avant de l'exécuter. Mais si Yomi échouait à tuer Soul, alors, premièrement, sa tentative serait révélée, et deuxièmement, Aina serait de nouveau soupçonnée d'en être l'instigatrice, puis exécutée. C'était donc une impasse totale, à moins qu'elle ne trouve un moyen de l'arrêter. Pendant que Soul servait le thé et des gâteaux à Konoha, Aina les espionnait discrètement, remarquant que Yomi était introuvable. Elle pensait avoir tout retenu de l'histoire sombre, mais n'était pas sûre des détails extérieurs à l'intrigue principale. Soudain, Yomi lança un sort, créant un vent violent qui fit envoler le mouchoir de Konoha. Alors que Soul se précipitait pour le récupérer, Yomi lança un autre sort, si puissant qu'il projeta Soul dans les airs. Pourtant, il atterrit gracieusement juste devant Aina, lui demandant si quelque chose n'allait pas. Mais Aina s'inquiétait davantage pour lui. Elle voulut s'assurer qu'il allait bien, ce qui poussa Soul à lui demander si elle se préoccupait de son sort. Aina prit peur, croyant qu'il commençait à se méfier d'elle. Il la rassura en affirmant qu'il n'avait aucun problème. Très vite, son attention se tourna vers Konoha, qui lui dit qu'elle allait chercher quelqu'un. Soul expliqua qu'il avait senti une présence suspecte un peu plus tôt, mais qu'il avait réagi trop lentement. Il soupçonnait que ce vent soudain était dû à la magie, mais il pouvait tout aussi bien s'agir d'une rafale naturelle, puisque personne au manoir n'était censé savoir manier la magie. D'après le livre, les pouvoirs magiques de Konoha auraient dû s'éveiller à ce moment-là, et plusieurs personnages opposés à elle possédaient eux aussi des pouvoirs. Aina se souvint alors que Yomi était partie à l'étranger pour étudier les poisons et la magie, ce qui confirmait le lendemain. Aina décida de passer la journée au jardin avec Yomi. Ils croisèrent Jennifer et Konoha, en train de profiter d'un moment ensemble. Jennifer lui conseilla de se reposer un peu, sachant qu'elle avait veillé tard à lire. Les deux amoureux se regardaient tendrement et il lui promit de rester toujours auprès d'elle. En remarquant Aina et Yomi, Jennifer leur demanda s'ils profitaient aussi du soleil. Ils ne semblaient absolument pas gênés d'avoir été surpris. Aina, en revanche, fut choquée en voyant que Soul était également présent, bien qu'il demeurât dissimulé, comme en mode furtif.
Yomi invite Jennifer à prendre le thé avec eux jusqu'à ce que Konoha se réveille. Il avait entendu dire qu'on mettait beaucoup d'efforts à cultiver le thé dans les terres de Jennifer. Il parla d'un excellent thé qu'il avait rapporté du royaume de Lily, espérant qu'ils pourraient le déguster ensemble. Jennifer, intriguée, avoua qu'elle n'avait jamais entendu parler d'un mélange à base de feuilles de thé de Lily et se réjouissait d'y goûter. Comme sa préparation était un peu délicate, Yomi décida de s'en charger lui-même. Il invita également Sol, qui refusa d'abord, mais Jennifer insista pour que le majordome se joigne à eux. C'était une très mauvaise idée. Après tout, Yomi s'y connaissait beaucoup en poison. Aina en était sûre. Le thé qu'il venait de préparer était forcément empoisonné. Faisant mine de trébucher, elle renversa la tasse, éclaboussant la table. Lorsqu'elle s'excusa auprès de Yomi, celui-ci pensa simplement qu'elle n'aimait pas l'idée d'utiliser du poison. Aina, désespérée, aurait voulu qu'il la contredise au moins un peu. Sol s'approcha pour nettoyer, mais il remarqua une odeur étrange. Aina tenta aussitôt de détourner son attention du thé renversé. Étant un assassin, il lui suffirait d'un seul regard pour comprendre la vérité. Heureusement, Konoha éternua, attirant l'attention de tous. Profitant de cet instant, Aina demanda à Sol d'aller chercher une couverture pour sa sœur, tandis qu'elle irait chercher de quoi nettoyer avec Yomi. Alors qu'elle s'éloignait, Yomi la retint doucement, lui glissant avec un sourire charmeur qu'ils pouvaient prendre leur temps pour éviter qu'elle ne tombe encore. Ses mains étaient d'une douceur troublante lorsqu'elles effleurèrent les siennes. Issu d'une famille de contes, Yomi avait reçu une éducation soignée. Il avait beau être un vilain, il n'était ni brutal ni stupide. Dans son enfance, il manquait de confiance en lui, et ses frères et sœurs se moquaient souvent de lui. Quant à Aina, malgré les critiques de son entourage, elle se tenait droite et fière, fidèle à son rôle de méchante. En dehors de son lien avec elle, Yomi était un homme admirable, noble, beau et doté d'un caractère exemplaire. Aina se demanda pourquoi un tel homme était tombé amoureux d'elle. Puis, en réalisant que c'était elle qui avait écrit cette histoire ainsi, elle se sentit presque coupable. L'héroïne, poursuivie par son séduisant ami d'enfance, devait le vaincre au prix de sa souffrance. Et plus tard, son cœur blessé serait guéri par les charmants hommes qui l'entouraient. Pour que ce scénario se déroule comme elle l'avait imaginé, Yomi n'avait d'autre destin que la mort. En y repensant, Yomi jugea son ancien moi abject d'avoir inventé un destin aussi cruel. À l'époque, pourtant, Aina était mécontente de bien des choses. Elle rêvait désespérément qu'on la traite comme une véritable héroïne. Aujourd'hui, elle sentait qu'elle n'avait plus le droit d'être agacée par Yomi. Alors qu'elle tentait de le dissuader de suivre ses sombres desseins, il la serra tendrement contre lui, pensant qu'elle tremblait de peur à cause de Sol. D'une voix calme, il lui annonça que la magie qu'il avait préparée venait d'être activée. Son esprit n'eut même pas le temps d'assimiler ces mots qu'une explosion retentit au loin. Sans réfléchir, Aina s'élança vers la source du bruit. La magie de Yomi n'était sans doute pas très puissante, tout au plus moyenne. Elle ne représenterait aucun danger pour Konoha si ses pouvoirs étaient éveillés, mais en cet instant, elle était vulnérable. Aina était convaincue que Jennifer et Sol protégeraient sa sœur, mais si l'explosion les prenait par surprise, cela pourrait tourner au désastre. Dans le jardin, un monstre végétal surgit et projeta Konoha au sol. Avant qu'il ne puisse l'achever, Aina s'élança, s'agrippant à l'une de ses tentacules. Mais sa jambe heurta violemment le sol, lui arrachant une douleur aiguë. Malgré cela, elle continua à se battre. Il lui paraissait injuste que Yomi doive mourir simplement parce qu'il existait par sa faute. Tout cela, pensait-elle, était de sa responsabilité, et elle méritait d'en payer le prix. Elle jura de le protéger, et, en même temps que ses propres présages de mort, de briser ceux de Yomi. Rassemblant toutes ses forces, elle frappa le monstre en plein œil d'un coup de pied brutal. C'est alors que Jennifer et Sol intervinrent, achevant la créature avec une rapidité foudroyante. Devant leur puissance, Aina comprit que Yomi n'aurait aucune chance contre eux. Il le tuerait, c'était certain. Peu après, Yomi arriva pour prendre de ses nouvelles et s'excusa. Pendant ce temps, Sol expliqua qu'il avait ressenti la présence de quelqu'un animé de mauvaises intentions. Il ajouta que la plante carnivore semblait s'en être prise à lui. Le thé renversé dans le jardin lui rappela une odeur de poison qu'il avait connue dans son enfance, un poison si puissant qu'il l'avait paralysé à l'époque.
En repensant à la manière dont Aina avait tenté de le tenir à l'écart, Sol remarqua que son comportement était étrange depuis quelque temps. Il la fixa d'un regard perçant et lui demanda si elle savait quelque chose sur ces événements. Sous cette pression, Aina paniqua. Il était évident qu'il la soupçonnait. Mais Yomi jeta soudain ses gants à terre, confessant ses crimes sans hésitation. Il ne supporterait pas qu'on doute un seul instant d'Aina. D'un ton solennel, il demanda à Sol de ramasser le gant, l'invitant officiellement à un duel. Aina pria silencieusement pour que Sol refuse. Il était un assassin froid et méthodique. S'il voulait régler cette affaire, il le ferait autrement, sans duel, mais par la lame de l'ombre. Elle ne se souvenait pas avoir écrit que Sol était un homme au tempérament aussi impulsif. Pourtant, sans la moindre hésitation, Sol ramassa le gant, acceptant le défi. Aina comprit, au fond, pourquoi il l'avait fait. Le monstre végétal avait mis Konoha en danger, et même si son visage restait impassible, il devait être furieux. Quoi qu'il en soit, c'était son histoire. Et dans une histoire qu'elle avait écrite, un méchant ne pouvait jamais triompher d'un héros. Avant qu'elle ne puisse intervenir, Konoha s'interposa, les suppliant d'arrêter. Elle affirma qu'il devait s'agir d'un malentendu, les exhortant à discuter plutôt qu'à se blesser. Se plaçant entre eux, elle fit résonner sa voix avec une autorité naturelle. Aina réalisa alors que le pouvoir de l'héroïne était absolu, impossible à contester. Elle encouragea sa sœur de toutes ses forces. Mais Yomi, déterminé, n'en voyait plus l'intérêt. S'il le fallait, il menaça de jeter son deuxième gant au visage de Konoha pour la faire taire. Sol, fou de rage, trancha dans l'air pour dégager Konoha de l'emprise de Yomi, pointant ensuite son épée vers le visage de son adversaire. Il existait dans l'histoire plusieurs scènes de duel n'ayant rien à voir avec la trame principale. Et à chaque fois, leur déclencheur était l'héroïne. Sol s'excusa auprès de Konoha. Refuser un duel après l'avoir accepté revenait à tourner le dos au dieu de la guerre. Konoha tenta de le raisonner, tandis qu'Aina l'encourageait désespérément. Mais Jennifer, elle, donna raison à Sol. Dans ce monde, ramasser un gant jeté à terre revenait à déclarer devant les dieux qu'on acceptait de risquer sa vie dans un duel sacré. Aina se sentit terriblement gênée. Entendre les règles de son propre univers lui être récitées à voix haute lui rappelait à quel point elle avait mal prévu cette situation. En temps normal, après un incident comme celui de la plante carnivore, Jennifer aurait d'abord interrogé Yomi. Mais à présent que le duel était scellé, il ne pouvait plus revenir en arrière. Il ne croyait pas une seule seconde que Sol puisse perdre, mais dans le cas improbable où cela arriverait, son regard lança à Yomi un message sans équivoque. Peu après, Yomi et Sol se préparèrent à s'affronter. Conformément au rite, Jennifer proclama que chaque duelliste ne pourrait utiliser que sa main dominante. Il demanda à Yomi laquelle il préférait, au cas où il serait ambidextre, et celui-ci choisit la droite. Ainsi, seul le bras droit de Yomi et le bras gauche de Sol pourraient manier une épée. La victoire reviendrait à celui qui forcerait l'autre à se rendre, ou à celui qui survivrait. Tout cela, encore une fois, était la faute de l'Aina du passé. Sur un signe de Jennifer, le duel commença. En une fraction de seconde, les deux adversaires se ruèrent l'un sur l'autre, frappant avec une puissance dévastatrice. Aina, le cœur serré, était persuadée que Sol allait tuer Yomi. Elle voulut intervenir, mais Jennifer l'en empêcha, lui précisant qu'avant de connaître les véritables raisons de tout cela, elle n'avait pas le droit de bouger. Au collège, quand rien ne se passait comme elle le voulait, la véritable Konoha rêvait de posséder de la magie. Parfois, elle en était même persuadée, et elle passait son temps à importuner les soi-disant dieux avec des demandes étranges. Alors que ses amis priaient pour vivre de belles histoires d'amour, elle priait pour obtenir le feu, l'eau, le vent, la terre et la magie de guérison. Elle essayait de concentrer une force anormale dans ses mains pour lancer une boule de feu. Mais tout ce qu'elle obtenait, c'était une chaleur bizarre au creux de ses paumes. La vraie Konoha avait aussi essayé des amulettes et des breloques censées dégager la bonne énergie, mais aucune n'avait fonctionné. Aina savait qu'elle n'avait pas de pouvoir magique. Pourtant, voir Yomi se faire taillader sous ses yeux faisait remonter en elle cette même frustration, ce sentiment d'impuissance totale. Elle aurait tout donné pour avoir un pouvoir spécial à cet instant précis. Et ce qui la bouleversait encore plus, c'était que le duel n'était toujours pas terminé. Aina s'en voulait de le penser, mais en matière de technique, Sol dominait largement Yomi.
Elle se demanda un instant s'il se retenait, mais c'était impossible, pas tant que Konoha était impliqué. Jennifer, observant le combat, fit remarquer que Sol avait du mal. Ses mouvements semblaient maladroits, conséquence directe de la blessure qu'il s'était infligée en tombant du toit pour sauver Aina. Paniquée, Aina se demanda si Sol pouvait vraiment perdre. C'était bien que Yomi ne meure pas, mais si Sol tombait, il mourrait à sa place, et même sa mort ne ferait pas disparaître les drapeaux de mort qu'elle portait. Ignorant les ordres de Jennifer, Aina repoussa sa main et s'élança vers les deux combattants. Peu importait qui mourait, elle savait qu'on la soupçonnerait quand même. Elle s'interposa donc entre eux, arrêtant Yomi avant qu'il ne puisse abattre sa lame sur Sol, mais une fois là, elle ne sut plus quoi faire. Yomi lui ordonna de se retirer, mais elle lui fit signe, implorant qu'il arrête le duel. Malheureusement, il comprit de travers, pensant qu'elle était sous influence. Sol, de son côté, lui demanda aussi de se pousser. Elle le supplia, arguant que c'était trop dangereux, mais il refusa. Il ne pardonnerait jamais à Yomi d'avoir mis Konoha en danger. Aina se sentit désemparée, incapable de trouver comment réagir avec la même assurance que sa douce sœur. « Si j'étais Konoha, pensa-t-elle, le combat serait déjà terminé. » N'ayant plus d'autre choix, elle pointa le bras blessé de Sol et déclara d'une voix ferme que c'était une honte envers Dieu de se battre dans un tel état. Puis, sans réfléchir davantage, elle saisit son épée. Elle décida d'affronter Yomi elle-même. Mais Aina peut-elle vraiment vaincre Yomi? Après tout, elle avait bien réussi à dévier sa lame sur le toit. Peut-être cachait-elle plus de talent à l'épée. Yomi était déconcertée par le défi d'Aina, surtout qu'il faisait tout cela pour elle. Mais la jeune femme insista. Elle ne bougerait pas de sa place, même s'il devait la trancher. En vérité, l'épée était simplement trop lourde, et elle ne pouvait pas se déplacer. Rien ne garantissait que Yomi n'allait pas l'attaquer, alors c'était tout ou rien. Aina le provoqua, l'incitant à venir vers elle, tout en espérant intérieurement qu'il ne le ferait pas. Mais Yomi finit par laisser tomber son épée, incapable de la frapper. Aina ressentit alors une profonde culpabilité d'avoir piétiné tous ses efforts. Puisque le duel n'avait plus de raison d'être, Jinafort demanda à Yomi de tout leur expliquer seul, malgré ses blessures, se souciait davantage de Konoha que de lui-même. Même si elle affirmait ne pas s'en inquiéter, il lui demanda de se respecter davantage, car elle était trop gentille avec les autres. Soudain, Aina attrapa Yomi par la tête et la plaqua au sol, tout en s'inclinant pour présenter ses excuses. Elle expliqua que tout cela n'était qu'un malentendu. Yomi agissait ainsi pour elle, après avoir entendu des rumeurs disant que Konoha la maltraitait. Elle doutait que cette explication suffise, mais tout ce qu'elle pouvait faire, c'était s'excuser. D'un regard terrifiant, Jinafort lui demanda si elle avait terminé, mais elle continua à s'excuser tout en écrasant la tête de Yomi contre le sol. À la surprise générale, Jinafort s'agenouilla et s'excusa à son tour pour avoir mal jugé la véritable nature d'Aina. Il supposa que Yomi avait entendu parler de la manière dont il l'avait ostracisée, et pour cela, il prit une part de la faute. À son tour, Sol décida de ne plus rien ajouter à l'affaire. Il était l'homme capable de devenir un démon pour le bien de Konoha, et demanda à Aina d'éviter tout comportement ambigu à l'avenir. Son regard glacé la paralysa sur place, puis Jinafort porta Konoha pour faire soigner ses blessures. Il proposa ensuite de porter Aina pour qu'elle soit soignée à son tour, ce qui fit battre son cœur à toute vitesse, mais elle préféra accompagner Yomi. Bien que Yomi restât encore perplexe, Aina était heureuse d'avoir échappé à cette situation. Son corps devint soudain lourd et elle perdit lentement connaissance. Son esprit la ramena à ces jours où elle se surmenait, avant d'être réincarnée dans sa propre histoire. Lorsqu'elle reprit ses esprits, le visage charmant de Yomi se trouvait tout près du sien gêné. Elle voulut se relever, mais il lui demanda de rester allongée, remarquant qu'elle avait encore de la fièvre. Le médecin avait expliqué que cette fièvre de fatigue était sans doute la cause de son évanouissement et qu'elle avait dormi toute la... Voyant que c'était le matin, Aina ressentit l'urgence de se précipiter au bureau. Elle stressait à propos des réunions, du chômage et des jeux BL qu'elle risquait de ne pas pouvoir s'offrir si elle ne travaillait pas. Dans son état lamentable, Yomi ne pouvait accepter qu'elle se soit sincèrement excusée auprès de Konoha. C'est alors que Konoha fit irruption dans la pièce,
enlaça chaleureusement sa sœur et s'assura qu'elle allait bien. Aina fut purifiée par sa douce énergie, se rappelant que ce n'était pas le Japon. Aina supposa qu'elle devait sans doute agir comme une esclave de bureau parce qu'elle gardait des souvenirs de sa vie antérieure. Yomi demanda à Konoha de se contrôler, lui reprochant d'interroger Aina alors qu'elle n'était pas entièrement rétablie. Il la jeta hors de la pièce, refusant d'autoriser d'autres visiteurs. Aina redoutait que Yomi ne crée encore des problèmes, puisqu'il n'était pas totalement convaincu. Il en venait à croire que Konoha forçait secrètement Aina à travailler et lui donnait de l'argent pour acheter un jeu BL, mais il se trompait complètement. Les suppositions de Yomi ne faisaient qu'empirer la situation et Aina refusait catégoriquement toute aide venant de lui. Elle n'arrivait pas à croire qu'elle ait parlé d'un sujet si exaltant, même à moitié endormie. Dans sa vie antérieure, elle avait un faible pour le BL ultime et le GL qui alimentaient son imagination. Apparemment, elle ne s'en était jamais vraiment détachée. Yomi décida d'aller confronter Konoha, la menaçant de la tuer si elle exploitait Aina. Mais Aina l'arrêta sur le champ. Elle savait qu'il ne tomberait jamais amoureux de Konoha et qu'il ne cesserait pas d'essayer de la tuer. C'est pourquoi elle devait le convaincre ici et maintenant, même si elle ignorait comment s'y prendre. Peu importe combien de fois elle lui disait qu'il avait tort, Yomi ne la croyait pas et ne l'écoutait jamais. Prenant un air menaçant, Yomi rougit de colère. Puis, elle se souvint de la seule fois où il avait réellement reculé. Cela la persuada qu'il ne pouvait pas résister à une Aina affirmée. Si Aina voulait que Yomi obéisse, la seule manière était de déchaîner son rôle de méchante. Lui parlant avec condescendance, elle lui dit qu'elle se plaisait à jouer la petite sœur docile pour gagner la confiance de tout le monde. Et une fois qu'il lui ferait confiance, elle les enverrait tous en enfer. Elle se moqua de Yomi pour ne pas avoir compris l'indice, lui faisant bien comprendre qu'il n'y avait rien qu'il puisse faire pour elle. Aina lui demanda d'être un bon petit garçon et de faire semblant d'obéir, tout comme elle. Incapable de lui résister, il répondit docilement, tel un chien bien dressé. Quelques minutes plus tard, Yomi exprima à quel point il était heureux d'avoir enfin compris la pensée d'Aina et lui promit de ne plus jamais agir seul. Il décida ensuite d'aller s'excuser auprès de Konoha pour l'avoir mise dehors et engagea avec elle une conversation légère sur des sujets sans importance, allant même un peu trop loin dans son zèle. Aina pensa que tout irait bien désormais, même si une légère inquiétude subsistait. Se sentant épuisée, elle décida de faire une sieste. À son réveil, elle fut éblouie par l'aura lumineuse de Jennifer. Son cerveau se mit instantanément en veille. Il était l'incarnation parfaite du héros. Elle lui assura qu'elle se sentait bien mieux que la veille et lui demanda s'il ne préférait pas être avec Konoha, mais il répondit qu'il souhaitait rester seul avec elle. À la même période, l'année précédente, il avait eu affaire à Aina et s'était rendu dans sa chambre. Mais le vent soufflait fort ce jour-là. Il venait de refuser une proposition de mariage et voulait s'excuser auprès d'elle. Cependant, Aina l'avait ignoré royalement, refusant de le laisser entrer et le mettant dehors encore et encore, sans qu'il ait la moindre chance de s'expliquer. Il resta sous sa fenêtre à l'appeler, mais jusqu'à la fin, elle refusa de sortir. Finalement, il abandonna et partit, et aussitôt après, Aina fit son apparition à une fête où elle commença à tourmenter Konoha Jennifer, pensa qu'elle avait agi ainsi pour les protéger de son oncle, même s'il s'était déjà excusé. Malgré tout, il voulait encore lui dire quelque chose. En privé, il la prit dans ses bras, leurs fronts se touchant, et la remercia doucement. Aina en resta sans voix. Puis elle se souvint qu'il s'agissait d'un élément de l'or de son propre livre. Dans ce monde, la température d'un malade se mesurait en collant les fronts l'un contre l'autre. Dans le royaume des roses, on appelait cela le foreheading. Autrefois, elle aimait beaucoup ce mot qu'elle avait inventé et adorait imaginer des scènes romantiques où les héros prenaient soin les uns des autres. Elle faisait souvent en sorte que l'héroïne ou le protagoniste attrape un rhume juste pour ces moments de tendresse. Mais cette fois, vivre la scène en vrai était tout autre chose. Aina sentait son visage brûler, son cœur battre à tout rompre et son sang affluer si fort à la tête qu'elle crut un instant qu'elle allait fondre sur place. Gina Ford, inquiète pour elle, décida de rester aux côtés de Kurt et lui proposa de lui lire un livre jusqu'à ce qu'elle se calme. Mais cette attention ne fit qu'accentuer son embarras. Dans sa vie précédente, on se moquait souvent d'elle parce qu'elle n'avait pas de petite amie. Elle répliquait alors qu'elle avait un fiancé dans un autre monde.
Et dans ses rêveries, elle avait mis tout son cœur et ses fantasmes dans la création de Gina Ford. Même sa mère pouvait ressentir l'aura inquiétante qui émanait parfois de sa chambre. Lorsque la véritable Konoha sortait chercher un pudding, sa mère en profitait pour jeter un œil à son carnet et restait pétrifiée en voyant encore Gina Ford apparaître entre ses pages. Depuis toujours, Ryo Konoha imaginait toutes sortes de scénarios avec lui. Gina Ford représentait son idéal absolu. Elle avait absorbé toutes les connaissances possibles, peaufinant son image au fil du temps. Le premier Gina Ford n'était qu'un garçon impulsif portant un bandeau. Le deuxième était un héros au grand cœur, un champion de la justice, toujours figé dans la même pose héroïque. Et enfin, le Gina Ford parfait vit le jour, la quintessence de toutes ses rêveries. Lorsqu'il lui lut ce livre, d'une voix sérieuse mais changeante, adoptant des intonations différentes pour chaque personnage, elle ne put s'empêcher de rire. « Voilà une démonstration pour que tu comprennes », dit-il avec gravité, ce qui la fit rire davantage. Il voulut ensuite vérifier sa température, mais elle craignait que cela ne soit un nouveau death flag. Alors, elle esquiva habilement toutes ses tentatives de foreheading. Elle affirma qu'elle allait bien, mais Soul, inquiet, déclara qu'il ne la laisserait plus jamais s'approcher d'un duel. Il savait qu'elle aimait le risque, mais il ne l'aurait jamais crue aussi imprudente. Il prit alors sa main blessée, la même qui avait chauffé lorsqu'elle s'était évanouie à ses yeux. Cela prouvait qu'elle avait tout donné pour le protéger. Il savait bien que Gina Ford n'avait pas l'habitude de manier les armes, mais sans elle, il serait mort. Aina, pour sa part, voulait assumer la responsabilité de la blessure à son bras gauche, celle qu'il s'était faite en la sauvant d'une chute du toit, mais il refusa catégoriquement pour Soul. Il n'était rien d'autre qu'un serviteur, et sa seule raison d'exister était de protéger sa maîtresse. Il la plaqua alors doucement contre le lit et d'une voix vibrante d'émotion lui confia « Si tu ne t'étais jamais réveillée, j'aurais passé le reste… » L'instant s'interrompit brusquement lorsque Soul entendit des voix derrière la porte. Pendant ce temps, Aina interpréta mal la situation. Elle pensa qu'il voulait dire qu'il souhaitait la tuer de ses propres mains. Alors qu'elle allait ouvrir à sa sœur, Soul la retint doucement, se pencha vers elle et lui murmura un remerciement à l'oreille, la laissant complètement interdite. Quand les autres entrèrent dans la chambre, il annonça qu'Aina n'avait plus de fièvre, mais ajouta avec un sourire moqueur qu'elle restait encore un peu chaude. Tous ces personnages, Yomi, Jennifer et Soul, étaient des créations de son propre esprit. Et pourtant, elle devait rester sur ses gardes devant eux. Elle aurait dû être capable de les lire comme des livres ouverts, mais son cœur n'était absolument pas préparé à ce qu'il la fasse battre aussi fort. Leur simple présence balayait la distance qu'elle avait toujours maintenue entre la fiction et la réalité. Le lendemain, Aina comprit qu'elle ne pouvait pas se permettre de déclencher de nouveaux death flags, voire une scène de soin du point de vue de l'héroïne protégeait son propre cœur. Lorsqu'elle imaginait Jennifer en train de soigner Konoha, elle ressentait les battements douloureux d'une émotion familière, comme si tout était à sa juste place. L'héroïne représentait en quelque sorte son propre alter ego, et Aina ne voulait surtout pas voir sa vraie personne depuis un point de vue extérieur. Elle tenta alors de maîtriser ses émotions du mieux qu'elle pouvait. Un peu plus tard, Jennifer entra dans la chambre, se moquant gentiment de la coiffure d'Aina. Soul annonça ensuite que Konoha les demandait, et en voyant Soul s'approcher d'elle, Aina s'efforça de rester calme. Mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, Yomi déboula dans la pièce et se précipita vers elle. Elle lui ordonna sèchement de ne pas bouger. Yomi expliqua qu'il souhaitait rester un peu plus longtemps, car une avalanche bloquait la route, l'empêchant de rentrer chez lui. Cette nouvelle signifiait qu'Aina allait devoir continuer à jouer le rôle de la méchante bien plus longtemps qu'elle ne l'aurait voulu. Un autre jour, Ayla et Konoha retournèrent dans la ville du château du Royaume des Roses. Elle ne pouvait pas souvent se faufiler dans le château, alors Konoha s'amusait énormément. En plus, un festival avait lieu ce jour-là. Comme Ayla avait passé quelque temps clouée au lit, malade, Konoha espérait que cela lui ferait du bien, un vrai changement d'air. Sa gentillesse était tellement adorable qu'elle en devenait bouleversante. Soudain, les habitants encerclèrent Konoha, la suppliant de venir dans leur stand. Comme elle n'avait pas pris la peine de dissimuler son visage, elle fut rapidement reconnue et entraînée dans la foule. Sa simple présence était si belle qu'elle captait tous les regards autour d'elle. Cependant, c'était catastrophique pour Ayla.
parce que si Konoha se blessait, ne serait-ce qu'un peu, un nouveau drapeau de mort serait déclenché. Elle tenta de secourir sa sœur, mais lorsque la foule aperçut son visage, tout le monde s'enfuit terrifié. Ayla pensa pouvoir profiter de l'occasion pour sauver Konoha. Contre toute attente, Sol apparut pour la récupérer. Peu importe les efforts d'Ayla pour éviter les soupçons, l'histoire semblait toujours se retourner contre elle, car son destin était d'être tuée en tant que vilainesse. De retour à la maison, Konoha s'excusa auprès de Jennifer et de Sol, expliquant que c'était son idée d'emmener Ayla en ville. Au même moment, Yomi se précipita pour enlacer Ayla, se plaignant de ne pas avoir pu l'accompagner. Ayla fut choquée d'entendre Jennifer déclarer qu'il allait punir Konoha. Il la mit en garde contre les dangers, ayant entendu des rumeurs inquiétantes sur de jeunes femmes très belles qui disparaissaient mystérieusement en ville. En complimentant sa beauté, il lui conseilla d'être plus consciente des risques qu'elle courait. Jennifer et Sol seraient toujours là pour la protéger, ce qui la fit réfléchir. Peut-être avait-elle pris cela pour acquis. Jennifer l'attira doucement contre lui, lui rappelant que c'était grâce à elle qu'il pouvait être aussi fort. Puis il lui dit tendrement de ne plus s'aventurer dehors sans précaution. L'un des majordomes entra alors, annonçant que Konoha avait un visiteur. Mais elle n'attendait personne. L'homme qui entra s'excusa pour cette visite soudaine et prévint Konoha qu'elle devait rester sur ses gardes. Il faisait partie de la force de sécurité de la police du Royaume des Roses, Division 2. Vice-capitaine de l'unité Hortensia, Shino Clematis. Il informa Konoha que de nombreuses jeunes femmes magnifiques avaient disparu récemment. Par conséquent, la probabilité qu'elle soit prise pour cible était extrêmement élevée. Yana se demanda alors si ces événements faisaient partie du scénario. Et si cette situation se répétait, cela signifierait encore une fois qu'elle deviendrait suspecte. Elle avait l'impression d'être constamment laissée dans l'ignorance, et cette idée la frustrait profondément. Chenot remarqua qu'elle était pâle et trouva cela étrange. Il affirma qu'elle n'avait aucune raison de s'inquiéter d'être prise pour cible, mais elle sentit une intention malveillante derrière ses paroles. Une douleur aiguë traversa sa tête, ce qui inquiéta Soul. Il lui proposa d'aller se reposer un moment dans sa chambre, mais elle lui répondit que tout allait bien. Elle ne savait plus s'il était réellement inquiet pour elle, ou s'il cherchait seulement à l'éloigner, ou peut-être même qu'il la soupçonnait. Ayla dit à Soul qu'elle allait se reposer un peu et le remercia, tout en demandant à Yomi de ne pas la suivre. Pour l'instant, elle ignorait totalement qui était vraiment ce policier. Elle préféra donc se retirer pour revoir toute l'histoire, pour se rappeler chaque détail de l'affaire et l'identité du coupable. Puis, mentalement, elle jeta Chenot et son « drapeau de mort » à la poubelle. 1 heure plus tard, elle paniquait. Elle n'arrivait à se souvenir de rien. Il était impossible qu'elle oublie un incident impliquant l'enlèvement de jeunes filles magnifiques. Elle se rappela qu'au collège, la véritable Konoha était obsédée par les récits de jeunes demoiselles en détresse. Elle écrivait des histoires où Konoha se faisait enlever par un malfaiteur, ou bien figée, ou encore transformée en belle endormie. Et son vrai elle-même n'était qu'un rêve servant à protéger son âme. Et avant de s'endormir, elle se disait toujours qu'elle se réveillerait de l'autre côté, au matin. À l'école, lorsqu'elle apercevait un magnifique coucher de soleil, tout ce à quoi elle pensait, c'était son monde imaginaire. Après ses examens, sa mère s'était plainte de ses résultats catastrophiques, mais Konoha jurait que ce qu'elle apprenait ici ne lui servirait pas dans l'autre monde. Elle s'était tellement perdue dans ses fantasmes que ses notes avaient plongé. Ayla commençait à perdre la tête. Elle était convaincue qu'un de ses fantasmes devait exister quelque part et qu'elle oubliait quelque chose d'énorme. Elle se glissa alors dans la pièce voisine pour écouter la conversation de Shino. Elle se demandait pourquoi des jeunes femmes nobles et magnifiques disparaissaient sans motif, sans aucune trace. Et sachant que Jennifer avait entendu les mêmes rumeurs, elle était persuadée qu'il y avait eu plus de 5 victimes. Le silence s'installa dans la pièce. Ayla décida alors d'aller se cacher sous la fenêtre la plus proche. Mais elle sursauta lorsque Shino entra dans la pièce. Il s'approcha aussitôt pour l'interroger sur ce qu'elle faisait là à espionner. D'un geste du pied, il la maintint coincée contre la chaise et lui demanda pourquoi elle était revenue écouter aux portes. Il supposa immédiatement qu'elle était la responsable des enlèvements. Apparemment, elle était déjà une suspecte. Les familles de 3 victimes avaient affirmé qu'elle assistait aux mêmes réceptions où Konoha était invitée et qu'elle intimidait toutes les jeunes filles réputées pour leur beauté.
Selon lui, elle blessait les autres par pure jalousie et par ressentiment, et il ne serait pas surpris que ces incidents soient réellement liés à elle. Furieuse, Ayla éclata, lui rétorquant que tant qu'il n'avait aucune preuve la liant aux disparitions de toutes ces jeunes filles, il ne pouvait rien affirmer. Mais il avait une autre raison de la suspecter. Chino affirma qu'elle avait déjà vu son visage auparavant, même si elle ne s'en souvenait plus. Il avait baissé sa garde lorsqu'il l'avait arrêtée autrefois, et jamais il n'aurait imaginé qu'elle échappe à son exécution. C'est alors qu'Ayla se rappela. Il était l'officier venu l'arrêter lorsqu'elle avait récupéré le livre noir de l'histoire interdite. La petite sœur de Chino avait disparu dans la même affaire, et il était convaincu qu'Ayla en était responsable. Il avoua qu'il regrettait de ne pas avoir abandonné son statut d'officier à ce moment-là, pour l'exécuter lui-même de ses propres mains. Au moment même où il allait la frapper, Yomi saisit son bras, ce qui força Chino à reculer d'un pas. Soul se trouvait également juste derrière lui. Ils lui demandèrent ce qui s'était passé, mais craignant que Soul découvre pourquoi Chino la soupçonnait, Ayla mentit en disant que l'officier lui donnait simplement quelques techniques d'autodéfense pour qu'elle puisse protéger Konoha en cas de danger. Elle fit signe à Chino de se taire et de partir. Avant de s'en aller, il dit à Ayla d'annoncer à Konoha que le mal serait toujours puni en son nom et qu'elle pouvait dormir tranquille. Le lendemain, Ayla se demanda qui pouvait bien dormir tranquille, puisqu'elle n'avait pratiquement pas fermé l'œil de la nuit. Elle avait découvert qu'elle connaissait Chino, mais elle ignorait totalement pourquoi il la traitait de cette manière. À moins de comprendre exactement ce qui déclencherait un drapeau de mort, elle ne pourrait pas prendre les devants. Ayla trouva ensuite Jennifer et Konoha en train de revoir les mesures de sécurité, car Konoha pouvait encore être prise pour cible. En voyant à quel point Jennifer prenait cela au sérieux, Ayla ressentit un léger soulagement. Konoha annonça alors qu'une lettre d'invitation était arrivée, l'anniversaire de la duchesse Amaryllis. La duchesse avait entendu parler de Konoha et espérait sa présence. Selon Soul, il renforcerait la sécurité ce jour-là. Ayla en fut soulagée. Amaryllis était la jeune sœur du roi des roses, et avec les récentes disparitions, la prudence était de mise. Ayla sentit que le timing de tout cela était trop parfait. C'était comme si les événements s'enchaînaient de manière trop pratique, presque orchestrée. Elle supposait que Konoha refuserait l'invitation, mais au contraire, celle-ci exprimait à quel point elle voulait y aller et demanda même à Ayla de l'accompagner. Ayla accepta, mais restait inquiète pour ses drapeaux de mort, se demandant si tout se passerait bien. L'eau qui jaillissait dans le royaume de la rose occidentale ne permettait à rien de pousser. La région avait autrefois été pauvre, mais la duchesse Amaryllis avait revitalisé les terres. En utilisant cette eau autrefois inutilisable et des sérums de beauté, elle avait redonné vie à la région. Sur les lieux, le cœur de Konoha battait à tout rompre rien qu'à l'idée qu'Amaryllis était à la pointe de la beauté dans le royaume de la rose. Elle se sentait si honorée d'avoir été invitée. La duchesse de beauté, Susalina Rosa Amaryllis, accueillait tous les invités à la fête. À sa vue, toutes les jeunes filles poussèrent des cris d'excitation, comme si elles assistaient à un concert d'idoles. Rosa s'approcha alors de Konoha et lui prit doucement le visage. La duchesse admirait sa beauté et la complimenta, affirmant qu'elle était véritablement semblable à un ange. Elle la rassura en lui disant que la police prêtait main forte et qu'elle n'avait donc pas à se préoccuper des disparitions. La duchesse souhaitait apaiser la douleur dans le cœur de Konoha. L'unité Hortensia demanda alors à tous de leur confier la gestion du lieu, tandis qu'ils prenaient leur position. Les jeunes femmes s'extasiaient, fixant tous les officiers séduisants. Ayla se rappela alors que l'unité Hortensia était la police, celle avec laquelle Shanou collaborait. Plus tard, Sol fit un commentaire sur la manière dont Ayla engloutissait nourriture et boissons, trouvant cela très inconvenant. Mais elle répliqua qu'elle n'avait rien d'autre à faire et qu'elle s'ennuyait. Il alla lui chercher sa boisson. Elle s'ennuyait tellement qu'elle regrettait de ne pas avoir amené Yomi, mais apparemment, il avait attrapé un rhume. Voyant quelques jeunes filles s'amuser, elle tenta de se joindre à elles, mais elles se dispersèrent rapidement dans toutes les directions. Plus elle essayait, plus elle fuyait. Elle ne voulait rien avoir à faire avec la méchante. À présent, Ayla avait encore plus de mal à se faire des amis que dans sa vie passée, bien que son vrai moi n'ait jamais eu d'amis. Ayla avait beaucoup d'ennemis. L'unité de Chino se montrait méfiante à son égard, tout comme les domestiques.
Dans tous les cas, elle estimait qu'il valait mieux rester seule. Par accident, elle heurta une jeune femme sur laquelle du vin avait été renversé, mais elle prit cela pour du sang. Avec tant de regards braqués et l'odeur d'alcool de la jeune femme, Ayla lui proposa de l'accompagner aux toilettes pour qu'elle se nettoie. La jeune femme ressortit dans une magnifique robe neuve qu'Ayla lui avait donnée, grâce à Yomi. Apparemment, il l'avait glissée parmi ses affaires quand elle ne regardait pas. Cette fille était d'une beauté différente de celle de Konoha. Ayla lui demanda alors comment elle en était arrivée là, mais la jeune femme ne souhaitait pas parler, affirmant que ce n'était pas quelque chose à révéler aux autres. Elle finit par expliquer qu'elle était la fille de son père et d'une maîtresse. Récemment, sa mère était décédée en ville et la maison de son père l'avait accueillie. Mais sa sœur aînée avait un caractère épouvantable, tellement épouvantable que cela rendait la jeune fille folle. La sœur aînée ne gagnait jamais son propre argent, mais se moquait du travail de sa mère. Et en raison de la différence de statut, elle était traitée comme une esclave. C'est en fait cette sœur aînée qui avait renversé du vin sur elle, la ridiculisant devant tout le monde. La jeune femme se présenta alors sous le nom de Minoa Camélia. Et comme Minoa n'avait pas grandi dans la noblesse, elle ne connaissait pas le visage d'Ayla. Sol et Jennifer vinrent alors vérifier qu'Ayla allait bien, confondant Minoa avec son amie. Si l'on ouvrait le Dark History, on pouvait voir l'obscurité que le vrai Konoha portait dans son cœur à l'égard des personnages féminins. Dans le récit, Konoha était entouré exclusivement d'hommes, qu'ils soient inconscients ou simplement présents. Les femmes, si elles existaient, n'avaient soit aucune histoire, soit elles étaient traitées comme de la merde. Ces rôles étaient généralement attribués à de jolis garçons efféminés. Au fur et à mesure que l'histoire avançait, il devenait nécessaire d'introduire des personnages féminins. Et, sous l'influence d'une dame de son quartier, elles étaient toutes essentiellement lesbiennes. Oui, je cite l'anime à 100% ici. Ayla avait du mal à retrouver Manoa parmi la foule. La boucle d'oreille semblait très précieuse et elle ne voulait surtout pas la garder avec elle. Elle craignait qu'on ne la lui vole. C'est alors qu'elle entendit Manoa se disputer avec sa sœur à propos de sa robe. Manoa tentait d'expliquer qu'elle l'avait empruntée à une amie, mais sa sœur l'accusait de mentir, refusant de croire qu'elle puisse avoir la moindre amie. Elle pensait plutôt que leur père la lui avait achetée, alors que ce dernier n'avait jamais fait plus que le strict minimum envers Manoa depuis la mort de sa mère. En revanche, il offrirait sans hésiter toutes les robes que voudrait sa sœur. Manoa tenta de la calmer, mais la jeune fille continua de la rabaisser, affirmant qu'elle valait mieux comme esclave. Alors qu'elle s'apprêtait à renverser du vin sur elle une nouvelle fois, Ayla intervint en se jetant entre elles, se retrouvant trempée à la place de Manoa. Elle avait agi sans réfléchir. Ayla déclara alors que Manoa n'était pas une esclave, mais bel et bien son amie. La sœur de Manoa s'effondra à genoux en demandant pardon. Les nobles présents redoutaient que cela ne marque la fin de la maison Camélia après avoir provoqué la colère de l'inquiétante Ayla Magnolia. Ayla, quant à elle, pensait simplement avoir souri normalement, sans imaginer l'effet qu'elle produisait sur les autres. Shinoa intervint ensuite, convaincue qu'Ayla était responsable de toute cette altercation. À ce rythme, elle craignait de devoir encore l'interroger. Cependant, Konoha lui rappela que tout cela risquait d'attrister la duchesse en plein jour d'anniversaire. Profitant de la distraction, Ayla s'éclipsa pour aller se faire nettoyer. Après une douche glacée, Soul l'informa que Konoha avait calmé tout le monde et que Manoa allait bien. Il lui précisa aussi qu'il n'y avait que de l'eau froide à cette heure, mais que les domestiques apportaient déjà de l'eau chaude. En lui séchant les cheveux, il remarqua que l'odeur du vin persistait encore. Soudain, Manoa surgit et se mit à frapper Soul avant de tirer Ayla au loin. Elle pensait qu'il l'agressait et Ayla dut expliquer qu'il était simplement son serviteur. Ayla s'excusa alors d'avoir appelé Manoa son ami, pensant que cela avait pu lui attirer des ennuis, mais Manoa n'en comprenait pas la raison. Pour elle, c'était parfait. Toutes les personnes qui lui mettaient des bâtons dans les roues avaient été écartées d'un coup. Désormais, tout le monde avait peur de s'en prendre à l'ami d'Ayla. Manoa dit à Ayla de ne pas se soucier de sa réputation de vilaine, car elle comptait découvrir la vérité par elle-même comme n'importe quel être humain. Si elle n'aimait pas Ayla, elle s'éloignerait, mais si elle l'appréciait, elle se rapprocherait. Et elle voulait justement être plus honnête avec son amie. Ayla avait du mal à retrouver Manoa parmi la foule. La boucle d'oreille semblait très précieuse, et elle ne voulait surtout pas la garder avec elle. Elle craignait qu'on ne la lui vole. C'est alors qu'elle entendit Manoa se disputer avec sa sœur à propos de sa robe. Manoa tentait d'expliquer qu'elle l'avait empruntée à une amie, mais sa sœur l'accusait de mentir,
refusant de croire qu'elle puisse avoir la moindre amie. Elle pensait plutôt que leur père la lui avait achetée, alors que ce dernier n'avait jamais fait plus que le strict minimum envers Manoa depuis la mort de sa mère. En revanche, il offrirait sans hésiter toutes les robes que voudrait sa sœur. Manoa tenta de la calmer, mais la jeune fille continua de la rabaisser, affirmant qu'elle valait mieux comme esclave. Alors qu'elle s'apprêtait à renverser du vin sur elle une nouvelle fois, Ayla intervint en se jetant entre elles, se retrouvant trempée à la place de Manoa. Elle avait agi sans réfléchir. Ayla déclara alors que Manoa n'était pas une esclave, mais bel et bien son amie. La sœur de Manoa s'effondra à genoux en demandant pardon. Les nobles présents redoutaient que cela ne marque la fin de la maison Camélia après avoir provoqué la colère de l'inquiétante Ayla Magnolia. Ayla, quant à elle, pensait simplement avoir souri normalement, sans imaginer l'effet qu'elle produisait sur les autres. Shinoa intervint ensuite, convaincue qu'Ayla était responsable de toute cette altercation. À ce rythme, elle craignait de devoir encore l'interroger. Cependant, Konoha lui rappela que tout cela risquait d'attrister la duchesse en plein jour d'anniversaire. Profitant de la distraction, Ayla s'éclipsa pour aller se faire nettoyer. Après une douche glacée, Soul l'informa que Konoha avait calmé tout le monde et que Manoa allait bien. Il lui précisa aussi qu'il n'y avait que de l'eau froide à cette heure, mais que les domestiques apportaient déjà de l'eau chaude. En lui séchant les cheveux, il remarqua que l'odeur du vin persistait encore. Soudain, Manoa surgit et se mit à frapper Soul avant de tirer Ayla au loin. Elle pensait qu'il l'agressait et Ayla dut expliquer qu'il était simplement son serviteur. Ayla s'excusa alors d'avoir appelé Manoa son ami, pensant que cela avait pu lui attirer des ennuis, mais Manoa n'en comprenait pas la raison. Pour elle, c'était parfait. Toutes les personnes qui lui mettaient des bâtons dans les roues avaient été écartées d'un coup. Désormais, tout le monde avait peur de s'en prendre à l'ami d'Ayla. Manoa dit à Ayla de ne pas se soucier de sa réputation de vilaine, car elle comptait découvrir la vérité par elle-même comme n'importe quel être humain. Si elle n'aimait pas Ayla, elle s'éloignerait, mais si elle l'appréciait, elle se rapprocherait. Et elle voulait justement être plus honnête avec son amie. Dès qu'Ayla se montra, elle devint immédiatement la principale suspecte dans l'affaire. La sœur de Manoa rappela qu'Ayla avait déjà tenté de tuer Konoha avec son passé sombre, et l'accusa d'avoir éliminé Manoa de la même manière. Les nobles présents se retournèrent aussitôt contre elle, la traitant de véritable méchante, pourrie jusqu'à la moelle. Shinoa ordonna alors qu'on l'emmène pour un interrogatoire. Pendant ce temps, alors qu'elle prenait le thé avec Amaryllis, Konoha renversa accidentellement sa tasse. La duchesse, croyant qu'elle était simplement nerveuse, lui conseilla d'aller se reposer dans sa chambre. Sol l'accompagna, remarquant qu'elle était un peu pâle. Konoha expliqua qu'elle se sentait mal à l'aise, comme si elle avait entendu un cri, presque comme si elle savait que sa sœur était en train d'être interrogée. Ayla, elle, hurlait son innocence pendant que les domestiques la fouillaient. Le chef de l'unité Hydrangea, Yamato Hydrangea, lui demanda pourquoi elle se trouvait sur les lieux alors que sa chambre était à un autre étage, et pourquoi la boucle d'oreille de Manoa avait été retrouvée sur elle. Ayla expliqua qu'elle avait ramassé la boucle d'oreille dans l'intention de la lui rendre. Yamato demanda alors si elle connaissait suffisamment Manoa pour reconnaître le motif de ses bijoux. Ayla répondit qu'une fête donnée par la duchesse était un événement social, et que se mêler aux invités était une simple règle de courtoisie. Elle pensa qu'en parlant de Manoa ainsi, elle donnait l'impression d'un contact normal, ce qui l'empêcherait d'être trop suspecte trop vite. Les invités, ainsi que Shinoa, avaient vu l'altercation dans la salle de bal, et comme elle avait rencontré Manoa à l'after-party, Sol pouvait servir de témoin. Ayla avoua avoir ramassé la boucle d'oreille aujourd'hui. Si l'on découvrait qu'elle l'avait depuis la veille, elle comprenait qu'on puisse penser qu'il s'était passé quelque chose entre elles. Yamato décida donc qu'ils rendraient eux-mêmes la boucle d'oreille. Mais alors qu'Ayla allait sortir, Shinoa la retint. Elle n'était pas libérée. L'enquête réelle sur la disparition allait commencer, et elle serait placée sous sa surveillance dans une autre pièce. C'était pour l'empêcher de s'enfuir, puisqu'elle restait suspectée dans l'affaire des jeunes femmes enlevées. Après coup, Sol trouva que la police avait agi de manière précipitée dans ses conclusions. Ayla lui expliqua qu'elle voulait simplement un endroit tranquille pour pouvoir écouter ce qu'elle avait à dire. Elle ne pouvait absolument pas lui révéler qu'elle se méfiait d'elle, sinon il la tuerait. Sol confirma ensuite que Konoha ne se sentait pas bien lorsque Ayla lui avait posé la question. Après avoir discuté avec la duchesse, Konoha s'était soudain refroidi. Ayla voulait aller voir sa sœur, mais Konoha dormait déjà. Peut-être était-ce parce qu'elle était une beauté à la peau claire, mais Ayla trouvait que Konoha ressemblait à une poupée parfaitement façonnée lorsqu'elle dormait. Ayla se rappela alors qu'il y avait un passage de l'histoire où Konoha se transformait en poupée. Dans le récit, tout commençait lorsque le roi des roses lui envoyait une invitation.
Le roi avait convoqué Konoha dans le jardin, lui parlant d'une région du royaume où de jeunes femmes étaient offertes en sacrifice, et où un membre de la famille royale avait honteusement perpétué cette pratique. Il la supplia ensuite d'utiliser son pouvoir sacré pour purifier cet endroit. Konoha ressentit la douleur que le roi portait envers son parent et accepta sa requête. Mais après cette conversation, elle fut enlevée par le personnage qu'Ayla avait créé en associant du vin renversé à du sang, la sanglante Rosa. Cependant, Ayla pensait que cela n'avait aucun lien avec la situation actuelle. Elle remarqua les roses près de la table, que Genford expliqua avoir été apportées par la duchesse. Les roses étant considérées comme la fleur nationale, il supposait qu'Amaryllis s'était prise d'affection pour Konoha. Ayla se souvint alors que chaque membre du sang royal portait le second prénom Rosa. À ce moment-là, elle commença à se méfier d'Amaryllis et tenta de se rappeler qui elle avait imaginé lorsqu'elle avait créé la sanglante Rosa. La vraie Konoha avait regardé un anime avec ses amis, dans lequel la princesse était capturée et le prince venait la sauver. Même si la princesse était secourue, Konoha s'était imaginé qu'elle devenait une poupée du roi des ténèbres et elle s'était plongée dans ses fantasmes pendant un moment. Elle avait failli devenir un monstre pour effacer tous ceux qui voyaient son visage, tant elle se perdait dans ses rêveries. D'après la chronologie, c'était à peu près au moment où le roi démon devait apparaître que la sanglante Rosa faisait son apparition. Elle n'était mentionnée que dans des scènes de flashback, mais au début, la sanglante Rosa se contentait d'admirer les filles qu'elle enlevait. Lorsqu'elle rencontrait Konoha au milieu de l'histoire, elle se lassait de simplement les admirer et commençait à tuer les jeunes filles au nom de la beauté, buvant leur sang. Si Amaryllis était véritablement la sanglante Rosa, Ayla avait encore une chance de sauver Minoa et les autres filles avant qu'il ne soit trop tard. Sol lui proposa de l'escorter vers une nouvelle chambre après avoir entendu le rapport de Shino, mais elle refusa, affirmant qu'elle serait en sécurité puisque la police la surveillait. Elle lui demanda alors de protéger Konoha. Elle, de son côté, comptait révéler toute la vérité en retrouvant Minoa et les autres par...